Elle était censée être une blague. Deux fillettes jumelles, pauvres et timides, poussées sur la scène d'une école pour qu'on se moque d'elles. Mais dès qu'elles ont ouvert la bouche, le silence s'est fait, et la vie tranquille d'un père célibataire a basculé à jamais. Avant de commencer ce voyage inoubliable fait de musique, de guérison et de seconde chance, abonnez-vous à la chaîne. Ce genre d'histoire est rare et parfois, une seule voix peut tout changer. Voici ce qui s'est vraiment passé. Cette année-là, la neige était tombée tôt sur les plaines de la Haute-Loire. Dès la mi-novembre, le vent soufflait déjà sur les routes craquelées et les arbres, nus, ressemblaient à des squelettes rêvant du printemps. Julien Vautrin serrait le volant de son vieux fourgon Renault, les essuie-glaces battant contre les flocons glacés. Le chauffage soufflait par à coups, comme tout le reste dans sa vie ces derniers temps. Il avait fait ce trajet des centaines de fois, depuis la scierie jusqu'à sa cabane vieillissante, cachée au bord du bois de l'Orme. Mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. Un calme si profond que la route elle-même paraissait retenir son souffle. C'est là qu'il la vit. Juste après le virage, près des anciennes voies ferrées, un vieux conteneur rouillé se dressait, sa porte entr'ouverte, battant légèrement au vent. D'habitude, il l'aurait ignoré, mais un geste soudain, une petite main affolée frappant le métal, attira son regard. Julien freina net. Les graviers crissèrent sous les pneus, alors que le fourgon glissait légèrement avant de s'arrêter. Sans réfléchir, il sauta dehors et courut dans la neige. Chaque rafale transperçait son manteau, mais il n'y prêta pas attention. Lorsqu'il atteignit le conteneur, il entendit de faibles gémissements. Pas de chanson, juste un faible fredonnement brisé, comme une berceuse chantée dans la peur. Julien tira la porte d'un coup sec et son souffle se coupa. À l'intérieur, blottis contre une couverture moisie, se trouvaient deux fillettes, des jumelles de pas, plus de 10 ans. Leurs joues étaient rouges de froid, leurs lèvres tremblaient. L'une leva les yeux, grands ouverts mais sans peur. L'autre tenait un flocon de papier déchiré et trempé. « S'il vous plaît, » murmura la première. « Dites à personne qu'on est cela. » Julien ne posa pas de questions. Il ôta simplement son manteau et l'enroula autour des deux enfants. « Il faut vous réchauffer. Allez, venez. » Les filles hésitèrent. « Vous allez appeler quelqu'un » demanda l'une. « Peut-être, » dit-il honnêtement, en soulevant la plus légère dans ses bras. « Mais d'abord, je vais vous sauver. » De retour à sa cabane, le vieux poêle ronflait, tandis que l'air se réchauffait. Julien posa 2 tasses de chocolat chaud sur la table. Les filles, en vêtements secs, étaient blotties sous un quilt. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Elle, c'est Lyra » répondit Juni, la plus assurée. « On est jumelles, 9 ans et 3 quarts. » Il esquissa un sourire. « C'est précis. »« Maman disait que les chiffres comptent, hein, dit Juni. « Elle est où maintenant ?» Juni baissa les yeux. « Partie. Tante Sylvie devait s'occuper de nous, mais elle a dit que si on pleurait encore, elle nous laisserait dans les bois. » Julien ravala difficilement sa salive. Le passé avait toujours une manière cruelle de revenir. Il avait entendu trop d'histoires comme celle-ci. Certaines finissaient bien, la plupart terminaient à la une des journaux. Il se leva, alla dans le couloir et frappa doucement à une porte. « Maëlys, ça va ma chérie ?» Pas de réponse. Il n'y en avait presque jamais. Maëlys n'avait plus parlé depuis presque 2 ans. Depuis ce jour où on l'avait portée hors de l'auditorium du collège, après qu'elle s'était évanouie sur scène. Les moqueries, les chuchotements, les projecteurs, quelque chose s'était brisé en elle. Diagnostiquée avec un mutisme sélectif, elle était devenue une ombre dans sa propre maison, ne parlant qu'avec des regards et des gestes. Julien pensait peut-être naïvement que faire entrer ses fillettes dans la maison, même juste pour une nuit, réveillerait quelque chose chez Maëlys. Il n'attendait pas de miracle. Juste un instant de lien, une lueur. Dans le salon, Lyra fredonnait doucement en buvant son chocolat. La mélodie semblait sans but, mais apaisante. Johnny ferma les yeux et joignit sa voix. 2 voix douces et imparfaites, entrelacées comme des harmonies oubliées qui se retrouvent après des années. Au fond du couloir, une porte grinça. Maëlys apparut pieds nus, dans sa chemise de nuit en flanelle trop grande. Elle fixa les jumelles. Elle ne parla pas, mais elle resta là à écouter. Julien, figé, observait sa fille avec une admiration silencieuse. Elle n'avait même pas croisé un regard depuis des mois. Et là, elle restait immobile, les yeux brillants d'un éclat de souvenir ou de désir oublié. Juni lui sourit. « Salut,
Tu peux t'asseoir avec nous, si tu veux. Maëlys ne bougea pas, mais elle ne s'en alla pas non plus. Elle s'appuya contre l'encadrement, la tête penchée comme si elle cherchait à se rappeler une chanson qu'elle n'osait plus chanter. Cette nuit-là, après que les jumelles se soient endormies sur le canapé-lit, Julien resta seul dans la cuisine, devant une tasse de café froide. L'air sentait le bois ancien et les tartines à la cannelle. Son regard se posa sur une petite boîte en bois posée sur l'étagère d'en face. Un vieux magnétophone avec micro intégré, comme en utilisaient les auteurs-compositeurs autrefois. À l'intérieur, les derniers enregistrements de sa femme avec Maëlys avant son décès. Berceuse, rire, harmonie murmurée. Il ne les avait pas écoutés depuis 2 ans. Comme le vieux piano dans le coin, comme cet homme qui croyait jadis que la musique pouvait sauver. Mais quelque chose chez Johnny Edlira, ça lui rappelait ce temps, la simplicité des notes, la force des voix brutes. Julien tendit la main vers la boîte, et pour la première fois depuis des années, il l'ouvrit. Le lendemain matin arriva sans bruit, dans une lumière grise filtrée par les vitres givrées, avec les craquements du bois qui luttent contre le froid. Julien se leva le premier, comme par réflexe, sa main allant vers la cafetière, l'habitude plus forte que le sommeil. Il ne dit rien. Il ne se parlait jamais. Le silence faisait partie de la maison. Mais ce matin, ce silence avait 3 respirations de plus. Les jumelles dormaient encore sur le canapé-lit, leurs bras emmêlés comme les branches d'une même racine. Julien les observa un long moment avant d'allumer le poêle. Les flammes crépitèrent, l'air se réchauffa. Quelque chose bougea en lui, doux et inconnu, comme une note jouée sur une guitare désaccordée depuis des années, mais encore juste. Il ne voulait pas lui donner de nom, juste la laisser être. Maëlys était déjà assise à la table quand il revint avec 2 vieilles tasses ébréchées de chocolat. Elle n'avait pas fait de bruit en entrant. Elle n'en faisait jamais. Droite, les mains croisées, elle fixait la vapeur qui montait de sa tasse sans y toucher. Ses longs cheveux noirs tombaient en rideaux autour de son visage, masquant son expression comme les mots qu'elle ne disait plus. Julien s'assit en face et attendit. C'était leur danse. Une attente silencieuse. Il offrait des présences, elle parfois en retour aussi. « Tu es d'accord pour qu'elle reste un peu ?» demanda-t-il à voix basse. Maëlys ne répondit pas, mais ses doigts se refermèrent légèrement autour de la tasse. C'était un oui, il acquiesça. « Bien, je pense qu'elles en ont besoin, et peut-être nous aussi. » Elle leva les yeux un instant, juste assez pour qu'il y voie ses pupilles, les mêmes que celles qui brillaient quand sa mère chantait sur la terrasse, avant que le silence s'installe. Plus tard dans la matinée, Junie et Lyra se réveillèrent, les yeux embués mais souriantes. Sans qu'on leur demande, elles aidèrent à mettre la table, entre cliquetis de cuillères et rires devant le vieux grille-pain qui ne faisait griller qu'un seul côté du pain. Maëlys observait depuis le couloir, à moitié caché par l'encadrement. Elle était encore une ombre chez elle. Lyra la vit et fit un signe. « On t'a gardé l'assiette rouge, c'est la seule sans éclat. » Maëlys hésita, puis avança lentement. Elle prit l'assiette dans ses 2 mains et s'assit à table. Julien retint son souffle. 3 filles, une table. Aucun mot, mais mieux encore. Des rires, une respiration partagée. Dehors, la neige continuait à tomber. L'école était annulée, les routes silencieuses. Mais la maison, pour une fois, ne l'était pas. Julien sortit une pile de vieux jeux de société du placard. Les filles débattirent joyeusement de règles oubliées. Maëlys ne parla pas, mais quand Junie renversa par erreur toute la banque du Monopoly, ce fut elle qui s'agenouilla pour l'aider à tout remettre en place. Le sourire qu'elles échangèrent aurait suffi à rallumer la cheminée 2 fois. Après le dîner, les jumelles se mirent à fredonner de nouveau, doucement, sans y penser, comme ces airs que les enfants inventent quand ils se sentent en sécurité. Maëlys se tenait non loin, observant. Quelque chose dans sa posture changea. Ses épaules se détendirent, sa tête s'inclina légèrement, comme une fleur vers la lumière. Et puis cela arriva. Une note s'échappa de ses lèvres, douce, à peine audible, mais bien réelle. Julien s'arrêta net dans la cuisine. Il se retourna sans dire un mot. Junie, les yeux grands ouverts, souffla. « Tu chantes. » Maëlys cligna des yeux puis s'enfuit. Julien la retrouva dans le garage, recroquevillée à l'arrière de la vieille voiture qu'il n'utilisait plus. Le froid ne semblait pas la gêner. Sa respiration formait de petites volutes. Elle avait les bras autour des genoux,
Il n'ouvrit pas tout de suite la portière. Il resta dehors, la main posée sur la poignée givrée. « Je t'ai entendu, » dit-il enfin. C'était magnifique. « Silence, de Momaï. Tu n'as pas à avoir peur de ta propre voix, Maëlys. Pas ici. » Une pause, puis « J'avais pas peur, souffla-t-elle. J'avais juste oublié que je pouvais. » Ils restèrent longtemps là dans le froid, sans discours, sans pression. Juste un silence partagé, celui qui dit la vérité sans mots. Julien se souvenait du temps où il croyait que la musique la sauverait. Une chanson magique qui réparerait tout, mais à présent, il savait mieux. Ce n'était pas la musique qui sauvait, c'était le fait d'être écouté. Ce soir-là, une fois les jumelles couchées, Julien descendit du grenier un vieux coffre à guitare. Un nuage de poussière s'éleva lorsqu'il l'ouvrit, révélant le bois miel usé de l'instrument. Il ne l'avait pas touché depuis plus de 10 ans. Maëlys apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux brillants. Elle ne dit rien, mais fit 2 pas en avant. « Tu te souviens ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Il s'assit, accorda lentement les cordes, avec respect. Le bois grinça sous ses doigts, mais une fois qu'il joua, le son était chaud, plein, vivant. « Je me disais qu'on pourrait peut-être essayer de rejouer, dit-il. » Maëlys s'approcha. « Pas pour un spectacle, ajouta-t-il. Pas pour les autres, juste pour nous. » Elle baissa les yeux. Puis, comme si elle faisait plus confiance aux cordes qu'à sa propre voix, elle murmura. « D'accord. » Tandis que le feu déclinait en braise, Julien joua les premiers accords d'une vieille berceuse, celle que la mère de Maëlys fredonnait quand les nuits étaient trop longues. Maëlys écoutait, puis, douce comme la neige, elle commença à fredonner une harmonie. Johnny et Lyra, entendant depuis le couloir, revinrent sur la pointe des pieds. 4 voix, une guitare. Personne ne l'avait prévu, personne ne s'était exercé. Mais à cet instant, le silence n'avait pas été brisé. Il avait été transformé. Il y avait quelque chose de sacré dans le calme qui suivit. Pas un vide gênant, mais une chaleur dorée, comme si la maison retenait son souffle, reconnaissante, émerveillée du retour d'un son qu'elle croyait perdu à jamais. Julien resta immobile, les doigts encore posés sur les cordes de sa guitare. En face, Maëlys gardait la tête baissée, mais son fredonnement continuait, doux et stable, comme si chaque note était un fil la recousant au monde. Johnny et Lyra, assises en tailleur sur le sol, se balançaient légèrement, yeux fermés, absorbant chaque vibration. Pour la première fois depuis des années, Julien ne se sentait plus comme un homme seul parmi les ruines de sa vie. Il se sentait comme quelqu'un en train de reconstruire. Les jours suivants passèrent lentement, doucement, comme la neige qui fond sous un soleil d'hiver. Les routes étant encore trop verglacées pour les corps scolaires, les filles restèrent à la cabane. Les matinées étaient remplies de flocons d'avoine et de jeux de cartes. Les après-midi, de bons chaumes de neige et de glissades derrière l'abri à bois. Mais les soirées, c'est là que la magie revenait. Chaque nuit, quand la lumière déclinait et que le feu reprenait vie, les filles se rassemblaient autour du piano ou de la guitare. Elles n'appelaient pas que là une répétition. Elles ne lui donnaient aucun nom. Elles chantaient, simplement. Parfois de vieux cantiques, parfois des mélodies inventées, avec des mots étranges et des harmonies que seules elles comprenaient. Et Maëlys, mon Dieu, Maëlys chantait. Elle parlait peu dans la journée, évitait encore les regards des inconnus. Mais dès que la musique commençait, elle s'épanouissait comme une fleur de printemps, perçant la glace. Julien laissait toujours le vieux magnétophone tourner, discrètement posé sur la cheminée. Ce n'était ni pour la gloire ni pour la mémoire. C'était pour garder trace, comme on garde des lucioles dans un bocal, juste pour se prouver que la lumière a bien existé. Un jeudi soir, alors qu'il accordait sa guitare, Johnny leva les yeux de son carnet de croquis et demanda « Tu crois qu'on pourrait chanter au spectacle de l'école ?» Lyra leva la tête, surprise. « Tu veux dire chanter sur scène à l'école ?»« Oui, » répondit Johnny comme si c'était une évidence. « On a déjà 3 chansons. Celle que Maëlys a commencée l'autre soir, elle est super. » Les doigts de Maëlys se crispèrent autour de sa tasse, ses lèvres se pincèrent. Julien posa lentement sa guitare. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi ?» demanda Johnny. « Nous, on n'a pas peur. » Il les regarda, toutes les 3, déterminées, fières, encore pleines de cette innocence qu'on n'a pas encore blessée.
C'était bien là le problème. Il savait combien le monde pouvait briser cela facilement. Parce que les spectacles scolaires, c'est parfois délicat, dit-il avec prudence. Les gens rient quand ils ne comprennent pas quelque chose de beau, et ce rire-là, il fait plus mal que le silence. Maëlys hocha la tête. Elle connaissait trop bien ce rire, mais Junie ne recula pas. Alors il est peut-être temps qu'on leur donne quelque chose qu'ils soient obligés de comprendre. Le lendemain matin, Julien sortit relever le courrier et vit une affiche accrochée au panneau près de la boîte aux lettres. Spectacle d'hiver, une soirée unique, ouvert à tous les élèves et familles. Inscription jusqu'au vendredi. Il resta figé là, dans le vent glacial, le papier claquant doucement comme un défi. Sa main hésita longtemps avant d'arracher un des talons d'inscription. De retour à la maison, les filles avaient déjà improvisé une scène dans le salon. Des coussins pour les projecteurs, un tisonnier en guise de micro. Maëlys était au clavier, ses doigts cherchant timidement les accords, tandis que Jenny et Lyra jouaient avec les harmonies. Il y avait des rires, de vrais rires, profonds, joyeux. Julien les observait depuis l'embrasure sans rien dire. Ce soir-là, il ressortit son vieux carnet de musique, un journal relié de cuir qu'il n'avait pas ouvert depuis avant la naissance de Maëlys. Les pages étaient pleines de demi-chansons, de paroles griffonnées dans le noir, de mélodies écrites pour une voix qu'il n'avait plus entendue depuis une décennie. Il tourna jusqu'à une page où une seule ligne était notée. Certaines voix n'ont pas besoin de monter, elles ont juste besoin d'atteindre. Il tapa son stylo contre la page, puis ajouta « Ce soir, elle le monte atteint. Vendredi arriva. Les filles déposèrent leur nom. Plus de retour en arrière. Ce soir-là, pendant les répétitions, quelque chose clochait. Au milieu d'un morceau, le piano émit un bruit métallique, comme une cloche désaccordée. Maëlys rejoua la note. Le son vacilla. Junie essaya d'ajuster sa ligne de chant, mais la tonalité était fausse. Lyra hésita. Julien s'agenouilla près du piano et souleva le couvercle. « Marteau cassé, dit-il, sûrement à cause du gel de l'année dernière. Je vais voir si je peux le réparer. » Maëlys paniqua. « Mais on n'a pas le temps. » Julien se leva et partit dans la pièce du fond. Quand il revint, il tenait la guitare Taylor. Les filles se turent instantanément. « Vous savez, dit-il lentement, vos harmonies, elles seraient encore plus belles avec un fond plus chaud, plus simple. Comme ça. » Il pinça une corde. Le son emplit la pièce comme une lueur de bougie. « On change l'arrangement ?» demanda Lyra. Julien sourit. « On ne change pas, on évolue. » Ils passèrent le reste de la soirée à tout réinventer. Pas de partition, pas de structure figée, juste l'oreille, le cœur et l'instinct. Junie et Lyra comprirent aussitôt et s'adaptèrent, comme deux ailes prenant un nouveau courant d'air. Maëlys, assise sur le banc à côté de son père, commença à fredonner doucement sa partie, gagnant peu à peu en assurance. À minuit, elle tenait quelque chose. Ce n'était ni poli ni parfait, mais c'était vivant. Au moment de conclure la séance, Junie leva les yeux. « Tu crois qu'ils vont nous entendre? » Julien marqua une pause. « S'ils sont prêts, ils écouteront. » L'auditorium était plus vieux que la plupart des bâtiments du village. Sol grinçant, rideaux de velours orange passés aux rouilles, et dalles au plafond pleines des souvenirs de balles scolaires, de discours de remise de diplômes, de récitals oubliés. Pour certains, ce n'était qu'un gymnase avec des projecteurs. Mais pour Junie, Lyra et Maëlys, c'était une montagne. Julien était assis au premier rang. Les filles, derrière le rideau, jetaient un œil inquiet à travers une déchirure du tissu. La liste des participants était scotchée au mur à côté d'elle, tapée à la va-vite, annotée au crayon. Leur groupe avait été ajouté en dernier. Trio sans nom. « Personne ne sait que c'est nous, » murmura Junie, plus pour elle-même que pour les autres. « C'est bien, » répondit Lyra, balançant doucement d'un pied sur l'autre. « Qu'ils rient avant qu'on chante. Ce sera plus fort. » Maëlys ne dit rien. Ses mains étaient serrées contre sa poitrine, les yeux fixés sur ses chaussures. Mais elle était là, debout. Elle attendait. Et cela, c'était déjà un miracle. Les heures avant la représentation n'avaient pas été tendres. Tout avait commencé par une remarque lancée par un professeur. Espérons qu'elle ne se fige pas. Ce genre de choses, ça laisse une impression. Puis, il y avait eu les regards dans les couloirs. Curieux, moqueurs, certains même ouvertement ricanants.
Quelqu'un avait dessiné un trophée avec le mot jumelle en feutre sur la porte d'une salle de répétition. Julien l'avait vu. Il avait respiré profondément, l'avait effacé, puis était retourné dans la salle comme si de rien n'était. Mais au fond de lui, une vieille colère s'était réveillée, celle qu'il avait enfouie avec toutes les lettres non envoyées aux parents qui murmuraient sur sa fille. Cette même colère qui avait réduit sa guitare au silence pendant des années. Ce soir-là, alors que les filles répétaient une dernière fois dans le salon, Julien fit une fausse note. Un accord dissonant résonna. Il jura à voix basse et ajusta la mécanique. Les filles s'arrêtèrent. « Ça va ?» demanda Juni. « Ça va », mentit Julien. Maëlys le regarda puis toucha doucement son bras. Il se tourna vers elle, surpris. « Je peux commencer », murmura-t-elle. Il cligna des yeux. La première note. Elle hocha la tête, et là, il comprit. Elle ne faisait pas que guérir, elle prenait les devants. En coulisses, la voix de l'animateur résonna. Maintenant, une performance spéciale de 3 jeunes filles courageuses. Merci d'accueillir notre trio surprise. Applaudissements. Mouvements. Le temps ralentit. Julien entra sur scène, la guitare en bandoulière, vêtu de sa vieille chemise à carreaux et de son jean habituel. Pas besoin d'apparat, juste de présence. Puis Juni et Lyra apparurent, main dans la main, tête haute. Enfin, Maëlys, discrète, mais droite comme un jeune arbre, refusant de plier sous le vent. Des murmures montèrent dans la salle, certains les reconnurent, d'autres restèrent figés. Les filles se placèrent au centre. Julien s'assit sur le côté, pinça un accord doux. Alors Maëlys ferma les yeux et chanta. Ce n'était pas fort, ce n'était pas techniquement parfait, mais c'était vrai. Sa voix tremblait comme un violon cherchant son souffle. Puis elle se fit plus stable, plus chaude. Juni la rejoignit sur la ligne suivante, leurs voix se frôlant comme des plumes. Lyra entra en dernière, glissant dessous avec une harmonie si fragile qu'elle semblait venir d'un souvenir. Julien observait leurs voix qui allaient et venaient, sans jamais se heurter. Elles ne faisaient que s'élever. Lorsqu'il arriva au pont, il laissa la mélodie respirer. Le son de la guitare ressemblait au vent dans les pins, brut, réconfortant, inébranlable. Le public, agité quelques instants plus tôt, était devenu immobile. Certains se penchaient en avant, d'autres avaient les mains sur les lèvres, et certains pleuraient. Le dernier refrain s'éleva, non pas par le volume, mais par la grâce. La voix de Maëlys montait doucement. Juni tenait le centre. Lyra murmurait la ligne de fond. 3 voix, un son, pas poli, mais parfait. La dernière note s'éteignit comme le silence après une chute de neige. Et puis, le silence, long, suspendu. C'était tout ce qui restait. Une femme au 2e rang, la grand-mère d'un joueur de foot, fut la première à se lever. Puis un garçon au fond, puis une professeure. Puis toute la salle se leva à l'unisson. Les applaudissements n'étaient pas bruyants. Ils étaient pleins de respect. Juni serra la main de Lyra si fort que ses jointures blanchirent. Maëlys regarda la foule, clignant rapidement des yeux. Julien les observait, leur sourit, un vrai sourire, profond. Puis il baissa la tête sur les cordes. Plus tard dans le couloir, alors que les élèves les entouraient de félicitations et de regards étonnés, un garçon, un de ceux qui avaient ri quand Maëlys avait sursauté au son de la cloche, s'approcha. Il ne dit rien au début. Puis, maladroitement, il tendit un bonbon à la menthe enveloppée. « Pour toi, dit-il, je suis désolé. » Maëlys le regarda, prit le bonbon et hocha la tête. Dehors, le vent s'était levé à nouveau, mais il ne mordait plus. Il était vif, clair, comme une inspiration prise après un long plongeon. Julien aida les filles à monter dans le camion. Aucun mot n'était nécessaire. La radio resta éteinte. Les phares découpaient des tunnels dans la neige. Mais dans sa poitrine, il y avait de la musique. Pas une chanson, un commencement. De retour à la cabane, Juni et Lyra s'endormirent tôt, enroulés comme des virgules dans leur couverture. Julien se tenait à la porte de la chambre de Maëlys, simplement à l'observer. Elle était assise en tailleur sur son lit, écouteurs aux oreilles, en train d'écouter doucement l'enregistrement de leur prestation sur le téléphone de Julien. Elle leva les yeux, retira un écouteur. « On peut l'enregistrer demain ?» Il cligna des yeux. « Enregistrer quoi ?» Maëlys inclina la tête. « Notre album. » Puis elle sourit. 3 jours après le spectacle, une photo de Juni,
Lyra et Maëlys sur scène paru dans le journal local sous le titre Trois voix, un instant, le spectacle émeut au-delà des attentes. C'était un petit article, coincé entre le planning de la vente de gâteaux de l'église et une note sur les nids de poules de la rue principale. Mais il signifiait tout. Julien le découpa et l'épingla au-dessus de l'évier de la cuisine. Pas par fierté, pour preuve. Preuve que quelque chose de pur s'était produit et que, pour une fois, le monde ne s'était pas détourné. La semaine suivante, la tension fut plus grande que prévu. Elise Warren, professeure de musique de l'école et une ancienne connaissance de Julien dans une autre vie, passa à la cabane sous prétexte de déposer une carte de remerciement. Ses joues étaient rouges du vent, mais ses yeux brillaient de chaleur. « Je voulais vous demander quelque chose, dit-elle en tendant un prospectus plié. Les filles accepteraient-elles de participer à la sélection régionale le mois prochain à Lyon? C'est un concours, vraie scène, vrai public, des repéreurs des centres culturels seront là. » Julien hésita. Il jeta un œil vers le salon où Junie et Lyra étaient allongées sur le tapis avec leurs devoirs et où Maëlys dessinait calmement dans les marges de son cahier de musique. « Elles savent que vous me demandez ça? » Élise sourit. « Pas encore, je voulais vous en parler d'abord. » Il acquiesça. « Je vais leur poser la question. » Mais au fond, l'inquiétude le gagnait. Leur dernière performance avait été un miracle, oui, mais aussi fragile. Et ça, c'était plus grand, plus risqué, plus public. Il savait ce que la lumière pouvait faire aux jeunes talents. Soit elle les portait, soit elle les vidait, et Julien avait déjà trop perdu pour risquer de voir quelqu'un d'autre se briser. Ce soir-là, après le dîner, Julien rassembla les filles autour de la table de la cuisine et déplia le prospectus. Maëlys traça du doigt le titre en lettres capitales en haut de la page. Festival régional des voix de demain, jeunes talents artistiques. Junie se pencha. « Donc on serait en compétition? »« Pas exactement, » répondit Julien. « C'est plutôt une mise en lumière, une chance d'être vu. »« Par des gens qui peuvent t'aider ?» demanda Lyra. « Par des gens qui peuvent juger, » dit doucement Maëlys. Tous tournèrent la tête vers elle. Julien observa le visage de sa fille. Elle n'avait pas peur, juste de la prudence. Les cicatrices du silence ne disparaissent jamais vraiment. Elles changent juste de forme. « Vous n'êtes pas obligé, » dit-il avec douceur. « Ce que vous avez fait la semaine dernière, c'était déjà plus que ce qu'on pouvait espérer. » Maëlys ne répondit pas tout de suite. Puis, presque à contre-cœur, elle murmura. « Et si quelque part il y avait une fille comme moi qui attend qu'on chante en premier? » Junie lui prit la main à travers la table. Julien expira lentement. « Alors il faut lui offrir une chanson qui en vaille la peine. » À partir de ce moment, les filles travaillèrent plus dur que jamais. Elles choisirent une pièce qui mêlait la douceur de Maëlys, la clarté de Junie et la profondeur discrète de Lyra. Julien les aida à la transposer pour guitare, ajoutant un rythme qui montait peu à peu, une tempête calme d'émotions sous les harmonies. Elles répétèrent dans le garage presque tous les soirs. L'acoustique y était étrangement parfaite, entre les vieux outils et les bidons d'huile. Junie l'appelait la Sandy Echo. Maëlys commença à tenir un petit carnet. Elle y écrivait des paroles, des idées de mélodie. Elle ne les partageait pas encore, mais Julien avait remarqué qu'elle le gardait toujours sur elle, glissé dans sa poche de manteau, comme un secret qu'elle n'était pas encore prête à livrer. Tout semblait aller dans le bon sens, jusqu'à ce que ça déraille. La veille de la date limite d'inscription, une lettre arriva du rectorat. Elle était adressée directement à Julien, imprimée sur un papier épais et officiel. Il la lut une fois, puis une seconde, et sentit une froideur l'envahir. Monsieur Vautrin, après étude du règlement académique et suite à plusieurs signalements de parents concernant la prestation du spectacle de la semaine dernière, le conseil scolaire a statué que les élèves non inscrits ne sont pas éligibles aux événements du district. De ce fait, l'acte trio avec votre fille Maëlys et les élèves Junie et Lyra Carpenter ne peut être accepté. Nous comprenons la déception que cela peut engendrer et encourageons tous les élèves éligibles à présenter des prestations individuelles. Cordialement, Brenda M. Ellsworth, directrice de la participation artistique des jeunes. Julien resta assis à la table de la cuisine longtemps après que la lettre ait glissé de ses doigts. Il ne dit rien aux filles. Pas tout de suite. Il ne pouvait pas.
Ce soir-là, une fois qu'elles furent couchées, il appela Élise. Elle savait, dit-il à voix basse, c'était Brenda. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et quelqu'un l'a alimentée. Il y eut un long silence au bout du fil. Je suis désolé, Julien. Je n'aurais jamais imaginé ça. Moi si, répondit-il amèrement. C'est bien ça le problème. Je sais à quelle vitesse les gens changent de ton dès que quelque chose de vrai commence à briller. Tu ne vas pas les laisser tomber à cause de ça? Julien regarda le magnétophone sur la cheminée. Non, dit-il, mais il va falloir être malin pour se battre. Le lendemain, il réunit les filles et leur lut la lettre. Maëlys ne pleura pas. Junie, si, en silence. Lyra croisa les bras, mâchoire serrée. Et maintenant, on disparaît à nouveau? Non, dit Julien. On l'enregistre quand même. On l'envoie. S'ils le jettent, ce sera leur choix. Mais ils vont l'entendre. Il se tourna vers Maëlys. Et si tu veux écrire quelque chose de nouveau, quelque chose qui dise ce que toi tu veux qu'ils entendent, c'est le moment. Maëlys leva les yeux, claire et décidée. Puis elle se leva, alla chercher son carnet dans sa chambre et le posa sur la table. Sur la première page, un titre écrit à l'encre noire. Une chanson pour les silences. La mélodie était lente au début, hésitante, comme quelqu'un qui marche pieds nus sur la glace. Puis, note après note, elle gagna en force. Julien s'assit aux côtés de Maëlys sur le tapis du salon, guitare sur les genoux, la regardant suivre chaque mot de son doigt avant de le laisser devenir son. Junie et Lyra étaient enroulés sur le canapé, écoutant avec cette forme de respect qu'ont les enfants quand ils savent qu'ils assistent à quelque chose d'important. Une chanson pour ceux qui ne craignent pas, mais qui portent la foudre dans leur cœur. La voix de Maëlys trembla un peu sur le mot « foudre », mais elle ne s'arrêta pas. Julien accompagna doucement à la guitare en mineur. Il savait qu'il ne fallait jamais interrompre une chanson en train de naître. Le carnet de Maëlys débordait de couplets maintenant. Des dizaines, fragments, rêves griffonnés. Mais celle-ci, cette chanson était différente. Ce n'était pas juste de la musique. C'était un témoignage. Et si le rectorat ne voulait pas les écouter, alors elle les ferait en sorte qu'on ne puisse pas les ignorer. À la moitié de la semaine, la cabane s'était transformée en autre chose. La cuisine était devenue une salle d'échauffement vocal. Le couloir, un chemin de répétition chorégraphié. Même le garage, autrefois une chambre d'écho glacée, accueillait maintenant des couvertures au mur pour l'acoustique. Julien avait ressorti son vieux micro à condensateur, acheté autrefois pour des concerts qui n'avaient jamais eu lieu, et l'avait connecté à un ordinateur portable vintage qu'il avait dépoussiéré. Les filles répétaient à tour de rôle leurs harmonies pendant que Maëlys, en tailleur sur le sol, peaufinait chaque mot. Elle construisait une cathédrale sonore dans une maison faite de pain et de chagrin. Et cela fonctionnait jusqu'à ce que le piano casse. C'était la veille de leur enregistrement final. Maëlys jouait l'intro de chansons pour les silences. Ses doigts étaient assurés, sa voix s'accordait parfaitement avec le rythme lent de la guitare de Julien. Puis un claquement sec. Le marteau du dos central resta coincé. Elle appuya à nouveau. La note resta morte. Julien accourut, souleva le couvercle. « Flasque cassée », murmura-t-il. Les mains de Maëlys tremblaient. « Je ne peux pas jouer sans. » Julien s'accroupit. « Tu n'as pas besoin du piano. On peut tout adapter à la guitare. Tu l'as déjà fait. » Non, le mot était à peine audible. Pas pour cette chanson. Julien regarda ses yeux. Il y vit cette peur nouée à la fierté. Le piano n'était pas juste un instrument. C'était une armure, un refuge derrière lequel elle trouvait le courage de chanter. Il hocha lentement la tête. « Je vais le réparer. » Et il y travailla toute la nuit. À la lueur d'une lanterne, avec une pince, de la colle et une prière, Julien démonta le mécanisme endommagé et refixa la flasque cassée. Cela prit des heures. Ses doigts le brûlaient. Sa vue se brouillait. Mais il ne s'arrêta pas. Pas parce qu'il était sûr de pouvoir sauver l'instrument, mais parce qu'il savait qu'il devait l'essayer. À l'aube, il appuya sur le dos central. Il chanta, pas parfaitement, mais juste. Quand les filles se réveillèrent, le soleil versait déjà de l'or sur la neige. Maëlys s'assit au piano, toucha la touche, retint son souffle. Elle résonna comme si elle se souvenait d'elle. Elle regarda son père. Pas de sourire, pas de mots, juste un hochement de tête. Quelque chose de plus profond. Une entente au-delà des mots. Julien recula. Les trois filles prirent leur place.
Maëlys entama l'introduction. Junie et Lyra échangèrent un regard puis chantèrent « Pour la fille du fond qui ne lève jamais la main, pour le garçon du couloir au silence de sable ». Leur harmonie était plus précise que jamais, superposée, maîtrisée. Puis, Maëlys lança le refrain. On a été créé pour la musique, même si on ne fait jamais de bruit. On a été créé pour plus que disparaître. On a été créé pour être trouvé. La guitare suivait, chaude et présente, laissant leur voix glisser sur les cordes comme la lumière sur l'eau. À la dernière note, personne ne parla. Julien arrêta l'enregistrement, le cœur battant. Il ne le dit pas à voix haute, mais il savait. C'était de la bonne prise. Il mit le fichier en ligne via un lien privé, remplit lui-même le formulaire d'inscription. Quand on lui demanda le nom du groupe, il hésita, puis tapa « Les Trois Silencieuses ». Là où il fallait écrire un message au jury, il nota « Nous savons que nous ne remplissons pas vos critères, mais nous espérons toucher vos cœurs. S'il y a une place pour 3 filles qui ont appris à chanter dans les fissures du monde, alors peut-être que cette chanson est aussi pour vous. » Il hésita une dernière seconde au-dessus du bouton « Envoyer », puis cliqua et laissa partir. Le lendemain après-midi, le rejet ne vint pas du jury, mais d'un parent. Julien était à l'épicerie, en train de fouiller dans une caisse de pommes abîmée, quand il l'entendit. C'est facile de jouer sur la pitié pour monter sur scène, apparemment. Il se retourna. C'était Gerald Crane, le père d'un garçon qui était dans la classe de Maëlys autrefois. Banquier, diacre, le genre d'homme qui sourit avec la bouche, mais jamais avec les yeux. « Pardon ?» dit Julien, calme mais ferme. Gérald haussa les épaules. « Je dis ça comme ça. Beaucoup de gens trouvent ça un peu manipulateur. Exhiber ces pauvres jumelles est ta situation. Certains bossent dur pour mériter leur place sous les projecteurs. » Julien serra la mâchoire. Elles ont travaillé dur, et elles ont mérité chaque seconde. Gérald se pencha un peu plus près. Faut pas s'attendre à ce que tout le monde applaudisse juste parce que t'as collé une histoire triste sur une mélodie. Julien ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Parce que certaines chansons ne sont pas le fait pour des hommes comme ça. Elles sont faites pour les filles qui apprennent encore à chanter et pour les pères qui refusent qu'on les fasse taire. Dehors, la neige fondait par endroits en flaques boueuses sur les trottoirs, mais l'air piquait encore la gorge. Mars était ce genre de mois où la Haute-Loire ne choisissait jamais vraiment, ni hiver, ni printemps. Juste une longue pause grise. À la cabane, il faisait chaud, mais seulement grâce au feu que Julien entretenait sans relâche, et à cet élan étrange qui animait toute la maison. Même après le refus, la chanson flottait encore dans l'air, comme une fumée qu'on retrouve sur ses vêtements. Maëlys la jouait tous les jours maintenant, pas pour répéter, pour vivre dedans. Les jumelles la fredonnaient en se brossant les dents, en nourrissant les oiseaux, en remuant la soupe. Même Julien se surprenait à siffler le refrain en fendant du bois. Le district les avait écartés, mais quelque chose de plus profond avait pris racine. Le vendredi, Élise revint. Elle tenait un petit colis emballé dans du papier craft. Ses joues étaient roses à cause du vent, et son sourire, hésitant mais doux, fit ressentir à Julien l'impression d'être un adolescent, écharde dans les mains. « J'ai retrouvé quelque chose qui t'appartient, je crois », dit-elle en posant le paquet sur le plan de travail. Julien haussa un sourcil, silencieux. Élise défit doucement l'emballage. À l'intérieur, un vieux capot d'astre, usé, arrondi par le temps, et une feuille manuscrite avec des accords notés de la main de sa femme. L'encre était effacée par endroits, mais le titre était lisible. « Pour Maëlys, un jour ». Il la fixa. La chanson qu'il n'avait jamais finie. Une berceuse écrite pendant les nuits de colique de Maëlys, quand Julien jouait de la guitare dans le couloir pour l'aider à se rendormir. « Je croyais qu'elle avait brûlé dans l'incendie », murmura-t-il. « Elle était dans le local musique de l'école », dit Élise doucement. « Je l'ai retrouvée coincée dans un vieux boîtier. » Maëlys entra à ce moment-là, les yeux curieux. Julien lui tendit la feuille. Maëlys suivit les lettres du doigt, puis leva les yeux. « On peut de la jouer ?» Julien cligna des yeux. « Tu veux de la terminer ?» Maëlys hocha la tête. « Elle semble déjà terminée. Je veux juste l'entendre. » Ils passèrent les 2 heures suivantes sur le sol du salon, Julien en tailleur, pieds nus, les filles adossées à des coussins et aux accoudoirs du canapé, écoutant pendant qu'ils recomposaient la structure des accords. Cela commençait doucement. 2 accords,
alternant comme un battement de cœur, puis une élévation, puis une descente lente. Maëlys chanta la première ligne. Johnny et Lyra rejoignirent au deuxième couplet. Au moment du pont, les mains de Julien bougeaient comme s'il n'avait jamais cessé de jouer. Ses doigts se souvenaient de ce que son âme avait longtemps voulu oublier. Il jeta un œil vers Élise, debout dans l'encadrement de la porte, une main sur la bouche. Elle ne pleurait pas, mais écoutait comme si c'était la première fois qu'elle entendait de la musique depuis des années. Le lendemain matin, Julien se leva avant le soleil. Il marcha jusqu'à l'ancien abri de jardin où il avait rangé son matériel de scène, vestige de sa vie d'avant, avant que le chagrin ne fasse de lui un menuisier aux mains calleuses et aux chansons inachevées. Il ouvrit l'étui de la guitare avec précaution, presque avec révérence. Le bois clair brillait encore sous une fine couche de poussière, le corps en acajou clair, les cordes nickelées depuis longtemps ternies, mais toujours tendues de mémoire. Il s'assit sur le banc près de la fenêtre de l'abri et commença à la recorder, une corde après l'autre, lentement, avec précision. Il huila le manche, polissait le corps, recolla même une fissure près de la base qu'il n'avait jamais remarquée. Quand il eut fini, il passa la main sur la courbe de l'instrument et murmura « Cette fois, on va le faire bien ». Plus tard dans l'après-midi, il appela les filles dans le salon. La cheminée rougeoyait derrière lui, projetant de longues ombres. Il posa la guitare fraîchement réparée sur son pied, comme une offrande. « Ceci, dit-il, c'est ma première guitare. Votre mère me l'a offerte quand on s'est fiancés. » Maëlys s'avança, les yeux grands ouverts. « C'est la première chose qui m'a fait croire que je pouvais faire quelque chose de beau avec la musique, » poursuivit-il. « Je crois qu'il est temps de la faire revivre, » murmura Johnny. « C'est pour une nouvelle performance » demanda-t-elle. Julien hésita. « Non. » Lyra fronça les sourcils. « Alors, c'est pourquoi. » Il regarda les trois. « C'est pour nous. Pas de scène, pas de jury. Juste un enregistrement. Une vraie session avec toutes vos chansons. Les compositions de Maëlys, vos d'harmonie, même la berceuse. On la mettra en ligne. Gratuitement. Aucun label, aucun filtre. » Il marqua une pause. « Et si le monde l'écoute, tant mieux. Mais si juste un seul enfant tombe dessus et comprend que sa voix a de la valeur, ce sera suffisant. » Maëlys hocha lentement la tête. « C'est plus que suffisant. » Ils commencèrent ce week-end-là. Le garage devint leur studio. Julien accrocha des couvertures au mur, emprunta une table de mixage aux voisins et installa de vieilles guirlandes lumineuses sous les poutres. Ils enregistrèrent tout. Les faux départs, les rires, les notes murmurées, les harmonies de fin de soirée chantées avec des tasses de chocolat chaud à la main. La dernière piste fut la berceuse, la chanson inachevée de la mère de Maëlys, maintenant portée par la voix de sa fille, maintenue par la guitare qui jadis l'avait endormie. Quand la chanson prit fin, personne ne dit un mot. Johnny appuya sur stop sur l'enregistreur. Lyra posa sa tête sur l'épaule de Maëlys. Julien baissa les yeux vers la guitare sur ses genoux, puis regarda Élise, assise tout au long de la session, offrant silencieusement du thé, des biscuits et des regards profonds. Il murmura « Bon retour ». Il ne dit pas à qui il s'adressait. Aux filles, à la musique, à sa femme, à lui-même, peut-être à tout cela. Cette nuit-là, une fois tout le monde endormi, Julien mit l'album en ligne sur une plateforme gratuite sous le nom « Les Trois Silencieuses ». Chanson pour ceux qui écoutent. Dans la description, il écrivit simplement « Pour ceux à qui on a dit qu'ils étaient trop discrets pour compter, pour ceux qui ont attendu qu'on les entende. Nous sommes au lever du jour, le premier commentaire apparut. Puis un second. Puis un message d'une infirmière scolaire à Toulouse, d'un père à Reims, d'une fille à Nantes, qui disait d'avoir écouté la berceuse en boucle tout en dessinant des étoiles. Le monde écoutait, et la guitare était enfin rentrée chez elle. La première fois que Julien entra dans la Maison des Arts de Clermont-Ferrand, il eut l'impression d'avoir pénétré dans la vie de quelqu'un d'autre. Les halls brillaient de marbre poli, baignés d'un jazz feutré diffusé par les haut-parleurs, bien trop élégant pour un homme aux mains marquées par les callosités. Maëlys s'accrochait à son carnet de paroles comme à une bouée. Johnny et Lyra marchaient de chaque côté d'elle, épaule droite, regard en alerte, partagés entre émerveillement et vigilance. Elles n'étaient pas inscrites au programme. Pas officiellement, le rectorat avait été clair.
Mais une annulation de dernière minute avait ouvert un créneau de 10 minutes pendant l'exposition artistique jeunesse. Et Élise, plus courageuse qu'il ne l'aurait imaginé, avait insisté, plaidé, relancé, jusqu'à ce que le directeur de l'événement cède enfin. D'accord, une chanson, pas d'annonce, pas de présentation. Ce n'était pas une prestation. C'était une chance, et parfois ça suffit. En coulisses, les filles étaient assises sur des chaises pliantes, les mains posées sur leurs genoux. Autour, le bourdonnement des autres participants. Violons accordés, poèmes répétés, derniers regards dans des miroirs de poche. Personne ne leur parlait. Personne ne savait qui elles étaient. Et pour une fois, cet anonymat leur servait d'armure. Julien se tenait à proximité, accordant lentement sa guitare. Le bois clair brillait sous les projecteurs, réaccordé, poli, rendu vivant. Il regarda sa fille, puis les jumelles, et pensa « Elles ont déjà gagné, rien qu'en entrant dans cette salle. » Mais les filles, elles, ne pensaient qu'au moment à venir, au 10 pas silencieux entre la chaise et la scène, au premier souffle avant la première note, à l'écho qui allait soit les porter, soit les avaler. Les mains de Maëlys tremblaient. « T'as froid ?» demanda doucement Julien. Elle secoua la tête. « Non, je suis juste éveillé. » Il sourit. « Parfait. » L'assistant technique fit un signe bref. « C'est à vous. » Le rideau s'ouvre dans 30, pas d'annonce, pas de titre, juste un projecteur et une salle pleine d'inconnus. Les lumières baissèrent. Junie monta la première, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'on allait l'entendre à travers ses chaussures. Lyra la suivit, frôlant la manche de sa sœur, un signal discret qu'elles utilisaient depuis la maternelle. Maëlys arriva en dernière. Elle ne trébucha pas. Elle ne se rétracta pas. Elle marcha comme si, enfin, le sol avait décidé de la porter. Julien s'assit à gauche de la scène, guitare en main. Pas de micro, pas d'ampli, juste du bois, des cordes et de l'intention. Elles prirent une place. Jane ajusta son écharpe. Lara avala difficilement. Maëlys ferma les yeux. La première note s'éleva, à peine audible. Juste la voix de Maëlys, soufflée, ronde, comme une histoire murmurée à quelqu'un à moitié endormi. Puis Junie entra, stable et lumineuse, sa voix soutenant celle de Maëlys comme un échafaudage. Lyra suivit en alto, une base douce sous les deux autres. Elles n'essayaient pas d'impressionner. Elles ne cherchaient pas les applaudissements. Elles étaient, et ça fonctionnait. À la moitié du premier couplet, la salle bascula. Les bavardages polis disparurent. Les téléphones furent baissés. Les corps se penchèrent en avant. Les harmonies grandissaient. 3 couleurs distinctes qui se fondaient en une teinte chaude et unie. Julien jouait en dessous de tout ça. Chaque note de guitare parfaitement placée, parfaitement retenue. Sa fierté n'était pas dans le volume, mais dans l'espace qu'il leur laissait. Au pont, Maëlys fit un pas en avant et chanta « Nous ne sommes pas l'écho d'un autre son. Nous sommes la musique que personne n'avait vue venir. Et nous résonnons encore, même maintenant. » Le dernier refrain ne monta pas en puissance, mais en courage. Et quand la dernière note s'évanouit, il y eut un battement. 2 peut-être. Un silence sacré. Puis, la salle explosa. Julien leva les yeux, stupéfait. Les gens n'applaudissaient pas seulement. Ils se levaient, essuyaient des larmes, se tournaient les uns vers les autres avec un étonnement partagé. Une femme posa la main sur sa poitrine et murmura « Magnifique ». Un vieux monsieur en béret militaire hocha simplement la tête, les yeux clos. Même un adolescent en blouson de sport siffla bas. « Bordel !» Maëlys regarda la foule, puis son père. Elle ne pleura pas, elle sourit. En coulisses, elles ne furent pas assaillies. Pas de demande de selfie, pas de carte de visite, juste une file discrète d'inconnus, un par un, qui venaient dire « Merci ». C'était l'histoire de ma fille. Je n'avais rien ressenti de tel depuis des années. Un animateur radio local demanda une copie de la chanson. Une femme d'une association culturelle proposa une représentation pour des enfants en situation de handicap. Julien dit oui à tout, parce qu'à présent, il ne s'agissait plus seulement de guérir. Il s'agissait de donner. Ce soir-là, alors qu'il rangeait et marchait vers le parking, le vent avait tourné. Plus doux maintenant. Le genre de brise qui murmure le printemps, même lorsque la neige s'attarde encore dans les coins. Maëlys marchait un peu en avant, main dans la main avec Junie et Lyra.
Julien et Élise suivaient en silence. Après une longue pause, Élise dit « Tu sais, si un jour elle veut étudier la musique, je connais du monde. » Julien la regarda. « Je parle d'un vrai cursus, de bourse, de mentor, des lieux où on ne fait pas que tolérer les enfants discrets. On les chérit. » Il acquiesça. L'idée était à la fois exaltante et effrayante. « Je la laisserai décider, mais merci. » Élise sourit. Elle est déjà prête. Plus que prête. Ils s'arrêtèrent en presse du camion. Julien chargea l'étui de guitare à l'arrière. Maëlys se retourna et leva les yeux vers lui. « Tu crois qu'ils nous ont vraiment entendus ?» demanda-t-elle. Julien la regarda. Pas la fillette fragile qui se cachait derrière le silence, mais l'artiste qui venait de chanter son histoire devant une salle pleine d'étrangers. « Ils t'ont ressenti, répondit-il. C'est plus que d'entendre, c'est se souvenir. » Maëlys hocha la tête, puis, sans prévenir, elle le prit dans ses bras, fort, sans trembler. C'était la première fois depuis des années. Et à cet instant, Julien Vautrin comprit. La musique n'avait pas seulement guéri sa fille, elle l'avait guéri, lui aussi. Julien n'aurait jamais cru qu'un seul mot puisse être un cadeau. Une simple syllabe, soufflée dans l'air par une enfant qui, autrefois, avait passé des mois sans dire un mot. Qu'est-ce qui pourrait être plus fragile, plus sacré? Mais ce mot, ce n'était pas papa. Ce n'était pas musique. Ce n'était même pas amour. C'était encore, et cela changea tout. C'était un dimanche après-midi, au début du mois d'avril. Le soleil était assez chaud pour faire fondre la dernière croûte de neige collée aux racines des pins derrière la cabane. Les filles étaient sur le perron avec Élise, en train de dessiner un flyer pour un petit concert communautaire. Elles se préparaient une collecte de fonds pour un refuge local. Maëlys était assise près de la porte moustiquaire ouverte, son carnet sur les genoux, les yeux suivant les courbes de son crayon. Mais l'esprit ailleurs. Julien était à l'intérieur, en train d'accorder sa guitare. C'était de la même chanson qu'ils avaient jouée au Centre culturel de Clermont. La même chanson qui avait ouvert les cœurs et transformé des inconnus. En croyant, il joua l'accord final lentement, puis se tourna vers elle. « Tu crois qu'on devrait ajouter un pont la prochaine fois? » Maëlys leva les yeux, la bouche à peine entr'ouverte, puis elle dit « Encore ». Julien la fixa, un peu perdu. « Quoi ?» Elle se redressa. « Joue là encore. » Sa main se figea sur le manche de la guitare. Pas parce qu'elle avait parlé. Elle parlait de plus en plus ces dernières semaines, surtout avec Junie et Lyra. Des chuchotements d'abord, puis de doux échanges, des blagues, même des rires. Mais là, c'était autre chose, une demande, formulée sans peur, avec envie. Il sourit, avala difficilement l'émotion qui lui serrait la gorge et répondit « Bien sûr, mademoiselle ». Il la rejoua, et cette fois, elle chanta avec lui. Ce soir-là, après le dîner, Maëlys se leva de table. « Je veux enregistrer un message. » Junie cligna des yeux. « Pour qui? »« Pour tout le monde, » répondit Maëlys simplement. Julien replia doucement le torchon qu'il avait dans les mains. « D'accord. » Ils installèrent le micro dans le salon, comme toujours. Les lumières étaient tamisées. Le feu n'était plus que des braises. Maëlys s'assit sur le tabouret, les mains posées sur les genoux. Elle inspira profondément. Puis elle dit « Bonjour, je m'appelle Maëlys Vautrin. Je croyais que le silence, c'était plus sûr. Que ne pas parler, c'était ne pas souffrir. Mais un jour, quelqu'un a chanté, pas pour moi, près de moi, et j'ai soudain entendu la voix de ma mère dans ma mémoire. Je me suis souvenu que moi aussi, je chantais. Alors, si tu écoutes ça et que tu es silencieux comme je l'étais, je veux juste te dire, tu n'es pas cassé, tu es en attente. Et quand tu seras prêt, on t'écoutera. » Elle regarda son père. « C'est bon. » Julien, qui peinait à garder sa main stable, appuya sur stop. « Parfait, » dit-il. Ils mirent l'enregistrement en ligne ce soir-là, en l'attachant aux chansons du groupe. Et au matin, la vidéo avait dépassé de loin leur petit coin de Haute-Loire. Un animateur de podcast la qualifia de 90 secondes les plus importantes de l'année. Une association à but non lucratif de Chicago les contacta pour demander si Maëlys accepterait de parler en visioconférence lors de leur collecte de fonds de printemps. Une université de l'Oregon demanda la permission d'utiliser le clip dans son séminaire de musicothérapie. Et les emails affluèrent. Des mères d'enfants silencieux. Des adultes qui disaient n'avoir jamais chanté ailleurs que dans leur voiture. Des ados qui écrivaient « Je n'avais pas pleuré jusqu'à maintenant.
Je crois que j'en avais besoin. Mais un message retint l'attention plus que tous les autres. Il venait d'une fille nommée Avery, dans le Montana. Elle écrivait « Ma mère est morte l'an dernier. Je n'ai plus parlé à personne depuis. Mais j'ai fait écouter ta chanson à mon chien. Et puis, je l'ai chantée avec lui. Je voulais juste que tu saches. Je crois que tu m'as aidé à reparler, moi aussi. » Maëlys imprima le message et l'épingla au mur, juste à côté de la photo de sa mère. Quand Julien la vit faire cela, il ne dit rien. Il s'assit simplement à côté d'elle et posa sa main sur la sienne. À cet instant-là, il ne se sentit pas comme le père d'un miracle. Il se sentit juste comme un père. Et c'était largement suffisant. Plus tard cette semaine-là, les filles se produisirent à la bibliothèque municipale. Un petit public, des voisins, quelques curieux qui avaient lu l'article. Pas de caméra, pas d'applaudissements forcés, juste des gens qui écoutaient. À la fin du concert, un petit garçon avec un cheveu sur la langue demanda s'ils avaient un CD. Junie lui promit de lui en envoyer un. Lyra lui donna un dessin, une clé de sol avec des ailes. Maëlys se pencha vers lui et demanda « C'est quoi ta couleur préférée? » « Le vert. » Maëlys sourit. « C'est la mienne aussi. » Après ce concert, elles commencèrent à organiser une tournée régionale. Pas de grandes salles, pas de vraies scènes, juste des foyers, des écoles, des centres de réadaptation, des endroits où des gens apprennent à retrouver leur voix. Julien l'appela la tournée de l'écho. Élise proposa de les accompagner comme deuxième conductrice et organisatrice. Maëlys l'appelait la maman du groupe et Élise ne fit même pas semblant de s'en offusquer. Un soir, assis près de la cheminée, Julien demanda à Maëlys si elle voulait un jour écrire une chanson sur son silence. Elle réfléchit longuement puis répondit « Non ». Julien acquiesça, trop douloureux, mais Maëlys secoua la tête. « Non, c'est juste que j'ai fini d'être un silence. Je veux être tout le reste maintenant. » Cette nuit-là, il ressortit son carnet, celui où il écrivait des chansons pendant les longues nuits noires. Après que Maëlys eut cessé de parler, Julien tourna la page vers un espace vierge. Puis lentement, avec soin, il écrivit « 12 avril ». Maëlys a dit « Encore aujourd'hui ». Et je crois que le monde a recommencé aussi. La première étape de la tournée de l'écho eut lieu dans une maison de quartier à Moulins, un bâtiment modeste aux murs écaillés, embaumé d'odeurs de vieux livres et de café frais. Les chaises pliantes étaient dépareillées. Le système audio avait été prêté par la salle de l'auto voisine. Le public était un mélange de collégiens, de vétérans, de mères célibataires et de deux bambins partageant une brique de jus sur le sol. C'était parfait. Pas de pression, pas de caméra, juste des visages ouverts, chacun portant en silence une histoire qu'il n'avait pas encore racontée. Maëlys se tenait aux côtés de Junie et Lyra sur la scène improvisée, un vieux tapis posé sur un parquet grinçant. Julien était derrière elle, la guitare Taylor posée doucement sur son genou, les doigts suspendus comme s'il tenait une conversation avec l'instrument, plutôt que de le jouer. Quand elles commencèrent une chanson pour les silences, quelque chose changea. Pas seulement dans la pièce, mais dans ceux qui s'y trouvaient. Une mère, au deuxième rang, ferma les yeux et se laissa aller contre le dossier. Un ado, près de la sortie, resserra sa capuche, mais ne partit pas. Un vieux monsieur en fauteuil roulant agrippa la coudoir et hocha la tête, ses lèvres bougeant au rythme du refrain. Au dernier couplet, même les tout-petits avaient cessé de gigoter. Et quand la dernière note s'éteignit, les applaudissements ne furent pas tonitruants. Ils furent respectueux. Et d'une certaine manière, cela résonnait plus fort que n'importe quel rugissement. Après le concert, les gens s'approchèrent par petits groupes calmes, non pour féliciter, mais pour partager. Un homme nommé Louis, ancien soldat du Vietnam, dit à Julien, « Celle avec le pont lent, elle m'a rappelé les lettres que ma femme m'écrivait. Elle est partie depuis 15 ans. Je ne pleure jamais. Mais aujourd'hui, j'ai pleuré. » Une conseillère du lycée demanda des dépliants pour ses élèves victimes d'intimidation ou de deuil. Une jeune fille tendit timidement à Maëlys un papier froissé. « Parfois, je ne parle pas parce que les gens ne m'attendent pas assez longtemps. Mais je crois que toi, tu le ferais. » Maëlys plia le billet, le pressa contre sa poitrine et murmura « Toujours. » Elles se produisirent dans 7 villes au cours des 2 semaines suivantes. Chaque lieu était plus modeste que le précédent. Une salle paroissiale à Limoges,
une cantine d'école à Mont-de-Marsan, une ancienne caserne de pompiers à Saint-Flour. Mais à chaque fois, le résultat restait le même. Un silence sacré, puis des larmes, puis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Johnny et Lyra étaient devenues expertes pour apaiser le trac avant les concerts. Elles avaient appris à Sawyer à faire de ridicules petites chorégraphies avec les mains, façon TikTok, maladroitement, mais avec cœur, et faisaient tellement rire Elise pendant les répétitions qu'elle avait fait tomber un pied de micro en plein fou rire. Maisie, plus que toutes, s'était métamorphosée. Elle parlait avant chaque chanson, expliquait leur histoire, leur origine. Sa voix, jadis un murmure, traversait désormais les salles. Pas fort, mais avec une clarté tranquille qui faisait tourner les têtes et attendrissait les cœurs. Un soir, après une représentation dans un centre de réinsertion pour femmes à Poitiers, une femme s'était levée pour parler. Elle était restée silencieuse pendant toute la séance, bras croisés, visage fermé. Mais là, elle avait dit « Je ne sais pas qui t'a appris à chanter comme ça, mais cette personne, elle t'a rendu le monde, et toi, tu nous l'as rendu à ton tour. » Maisie était descendue de scène, avait serré la femme dans ses bras, puis murmuré quelque chose que seule elle avait entendu. Plus tard, la femme s'était approchée d'Élise et avait dit « Cette gamine, c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Un soir de pluie, alors que le groupe rentrait au gîte à travers les forêts des Landes, le minibus vibrait d'un silence paisible. Les filles dormaient à l'arrière, appuyées les unes contre les autres. Élise, côté passager, regardait les pins défiler à travers la vitre embuée. Sawyer gardait des yeux sur la route, mais son esprit vagabondait. Il croyait que cette tournée servirait à transmettre quelque chose, à aider les filles à traverser leur douleur et peut-être, à offrir un peu de lumière aux autres. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est à quel point lui en avait besoin. Chaque concert était un fil qui recousait silencieusement quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait même pas remarqué s'être défait. Il pensait souvent à sa femme pendant ses trajets, son rire, ses chansons, la manière dont elle avait su faire jaillir la musique en lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et maintenant, Maisie faisait la même chose. Elle n'était pas seulement un pont entre les notes, elle était devenue un pont entre les gens, entre le passé et le présent, entre la douleur et la paix. À leur retour, une pile de lettres et 3 messages vocaux les attendaient. L'un d'eux provenait d'une radio locale de Nouvelle-Aquitaine. Ils avaient entendu parler de la tournée et souhaitaient les inviter à leur émission matinale. Un autre venait d'une académie de Dijon. Ils invitaient le trio à un sommet sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Et le troisième message, il venait d'une femme nommée Caroline, du Centre culturel de Whitmore. Elle était présente ce soir-là, la femme pleurant doucement au 3e rang. Elle travaillait désormais pour le ministère français de la Culture. Son message était court mais percutant. Nous invitons le groupe Les Silencieuses 3 à être la tête d'affiche du gala Voix d'un jeune Huskin de la jeunesse. Pas d'audition, pas de candidature. Vous apportez la musique, nous apportons les lumières. Sawyer lut le message 2 fois, puis une nouvelle fois, puis son regard se tourna vers les filles. Maisie fredonnait doucement une mélodie sur le canapé. Johnny et Lyra dessinaient des affiches pour le prochain concert. Élise les observait avec une tasse de thé, les yeux brillants d'une lueur, appréciant l'instant. Sawyer posa doucement le téléphone et se contenta de sourire. Ce soir-là, tandis que les braises de la cheminée vacillaient, Maisie tendit une feuille de papier à son père. « J'ai écrit un duo, dit-elle, pour toi et moi. » Sawyer parcourut la feuille. Le premier vers était « Dans le silence des pierres, j'ai trouvé ma voix. » Quand elle leva les yeux de Maisie brillaient. « Veux-tu chanter avec moi? » Maisie ne répondit pas. Elle prit simplement la guitare et joua le premier accord. Le théâtre de Lincoln était très différent de tous les endroits où il s'était produit auparavant. Il n'y avait pas de peinture murale écaillée, pas de chaises qui grinçaient, pas d'enfants rampant sous des tables pliantes. Les murs étaient en acier inoxydable brossé. Les lambris de chêne apportaient une touche chaleureuse. La scène, une surface silencieusement lumineuse. Les lumières, de véritables projecteurs, flottant au-dessus de la scène comme des étoiles. Le gala s'appelait Bois de la jeunesse, et le trio silencieux était désormais la pièce maîtresse de la scène. Sawyer se tenait dans les coulisses, guitare à la main.
Malgré la climatisation, une goutte de sueur perlait à la base de son cou. Mais son cœur se préparait à la chanson la plus douce jamais entendue. Sawyer avait joué sur de plus grandes scènes des années auparavant, avant que la vie ne s'égare, avant que la perte ne fasse tout taire. Mais jamais les notes n'avaient eu un tel poids. Jamais sa propre fille n'avait été au micro. Jamais elle n'avait eu une telle seconde chance. C'était comme renaître sous les projecteurs, sur ses genoux tremblants. Maisie ajustait le pied du micro. Il n'y avait aucune panique sur son visage, aucune inquiétude, juste une détermination tranquille. Junie et Lyra étaient à ses côtés. Plus seulement amies, maintenant sœurs. Trois jeunes filles autrefois oubliées, méprisées, contraintes au silence. Et maintenant, elles étaient là sur la scène jeunesse la plus prestigieuse de France, au centre de la scène. Le régisseur n'a pas fait de compte à rebours. Le speaker n'a pas annoncé leur nom. Le programme ne contenait que ce vers, la voix qu'on garde, clôture du gala pour les silencieuses. Maisie se tourna vers son père. Leurs regards se croisèrent. Sawyer hocha légèrement la tête. Maisie hocha la tête en retour. Puis la chanson commença. Le premier vers était à peine un murmure. Ni pour le spectacle, ni pour la compétition, ni pour gagner des bourses, ni pour les applaudissements. C'était une chanson de souvenir. Des voix que l'on garde quand le monde est trop bruyant. Des voix que l'on perd. Des voix auxquelles on lutte pour s'accrocher. Junie et Lyra se joignirent à eux pour le deuxième couplet. Leur harmonie était parfaite, entrelacée, durable et chaleureuse. Un silence s'abattit sur la salle tapissée de velours. On retint son souffle. Quelqu'un au fond se mit à pleurer ouvertement. Sawyer jouait derrière eux, pas comme un musicien, mais comme un père, comme s'il pressait un rythme sacré contre son cœur. Taylor ne se contentait pas de jouer de la guitare. Elle parlait. Les notes se répandaient doucement dans la pièce. Pendant le pont, Maisie s'avança et chanta. « Avant, je croyais que mon silence voulait dire que j'étais brisé. Maintenant, je sais qu'il attendait juste de devenir musique. » Les lumières s'éteignirent lentement. La dernière note flotta dans l'air. La salle entière s'arrêta dans cet espace sacré entre la fin et l'écho. Puis vint une ovation debout. Mais même cela était silencieux, comme le tonnerre derrière une colline lointaine. Respectueuse, bien méritée. En coulisses, les filles s'effondrèrent. Rire, barre de céréales à moitié terminée. Junie se laissa tomber sur le canapé. Si ce n'est pas le sommet de la montagne, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Lyra rigola et la poussa du coude. Maisie sourit, puis ferma les yeux et murmura quelque chose. Mais peut-être que le voyage ne fait que commencer. Sawyer les observait depuis un coin. Ses yeux étaient humides, tandis qu'il bouclait son étui à guitare. Et il ne contenait qu'une seule phrase. « Merci, musique. Merci de nous avoir ramenés à la vie. » Tu dis ça après chaque concert, taquina Lyra. Maisie essayait encore de reprendre son souffle, croisa les jambes sur le tapis, un sourire fatigué mais paisible au coin des yeux. Puis elle se tourna vers son père. « Tu as joué comme si maman était là. » Sawyer hocha la tête. Elle l'était. Maisie ouvrit son carnet, les pages remplies de notes, effilochées sur les bords. Elle en sortit d'une enveloppe, scellée. Il n'y avait aucune note dessus. Elle la tendit silencieusement à son père. Sawyer haussa les sourcils. « C'est quoi? C'est pour toi, mais pas maintenant. » Il rangea l'enveloppe dans la poche de sa veste. Dans ces moments-là, on ne posait pas beaucoup de questions. Certains mots ne sont faits pour être ouverts qu'au bon moment. Les semaines baissirent. Les concerts se raréfièrent. L'été arriva. Le chant des grillons, l'odeur de l'herbe coupée. Maisie s'engagea bénévolement dans un camp musical local. Elle apprit aux jeunes enfants à écrire leur première chanson. Elle ne parlait jamais fort, mais tous les enfants l'écoutaient. Junie et Lyra lancèrent une chaîne YouTube. Reprise acoustique, cours d'écriture. Le nombre d'abonnés augmenta peu à peu. Mais ce qui les bouleversa le plus, ce fut un commentaire. « J'ai fait écouter ta vidéo d'harmonie à ma sœur. C'était la première fois qu'on chantait ensemble. » Sawyer installa un petit studio d'enregistrement dans le chalet. Pas pour les labels, pas pour l'argent, juste pour les souvenirs. Un dimanche, Maisie trouva son père sur le porche. L'enveloppe était toujours sur ses genoux. Non ouverte, elle s'assit à côté de lui. « C'est le jour? » Sawyer hocha la tête. Il ouvrit l'enveloppe. Il n'y avait qu'une seule page à l'intérieur.
Écrit de l'écriture méticuleuse et délicate de Maisie. Cher papa, je ne me souviens pas de la première fois où tu m'as chanté une chanson. Cependant, c'est la première fois que vous pouvez en tirer le meilleur parti. Ce n'était pas ta faute. Le chagrin est lourd, le silence est bruyant. Et j'avais si peur d'empirer les choses que je suis devenu une partie de ce silence. Cependant, comme prévu, et quand j'ai recommencé à chanter, tu n'as pas accéléré les choses. Tu n'as pas force, tu as juste écouté. Et ça m'a sauvé. Je ne sais pas où cette route va me mener, ni quelle chanson j'écrirai encore. Mais je sais une chose, ma existe voix grâce à la tienne. Et c'est ce qu'elle est là que je garderai. J'ai tout mon amour, Messi. Sawyer tenait la lettre entre ses mains, comme s'il portait quelque chose de sacré. Il ne parla pas. Messi appuya sa tête sur son épaule. Cela suffisait. Ce soir-là, la famille se réunit dans le salon. Pas de répétition, pas d'éclairage de scène. Juste Macy, Lyra, Ellis et la guitare de Sawyer. Ils chantaient en doucement, avec leurs visages illuminés par la lumière du feu, nageant dans leurs souvenirs. Ce n'était pas enregistré. Il n'y avait pas de public, juste eux-mêmes. Et puis vint le dernier vers. Même dans le silence, je chanterai pour toi. Quelle scène grandiose à la fin, quelle explosion virale. Une famille qui ne retrouvait que la trace du son. Et une fille, elle avait autrefois choisi le silence. Maintenant, elle utilisait sa voix, pour ne pas être entendue, pour guérir. Et parfois, les voix qu'on n'entend presque jamais sont celles qui nous restent le plus longtemps en mémoire. Si cette histoire vous a touché, écrivez dans les commentaires d'où venez-vous. Et si ces miracles silencieux, ces secondes chances, ces amours qui guérissent vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. On est là. On vous attend pour la prochaine histoire. Merci d'avoir pris le temps de nous accompagner aujourd'hui. Sincèrement,